Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et avant toute chose, nous vous annonçons la date de notre prochain All That Jazz Cinema Club, le premier All That Jazz Cinema Club de 2025. Il aura lieu le 16 février 2025, toujours au cinéma L'Archipel à Paris, toujours à 17h, et ce sera l'occasion de voir ou revoir le grand classique Le Magicien d'Oz, le film de Victor Fleming de 1939, avec bien évidemment notre chère Judy Garland. Donc venez nombreux. Et sinon, pour cet épisode, on est toujours Fanny et Anna, et c'est donc la deuxième partie de notre méga giga bilan de l'année 2024, et désormais on va vous parler de ce qu'on a vu sur des écrans, à commencer par le grand écran, puisque on va d'abord vous parler des films qu'on a vus en salle. Alors, dans un premier temps, on vous rappelle qu'on a fait 2 épisodes dans l'année dans lesquels nous avons évoqué 3 films musicaux qui sont sortis cette année. On a fait en début d'année un épisode croisé, on va dire, sur Mean Girls et La couleur pourpre. Et enfin, vous vous en souvenez, il n'y a pas très longtemps, on a fait un épisode sur Wicked partie 1. Donc ça, c'est les films de 2024 qu'on a déjà traités. Maintenant, les autres. On va commencer par parler d'un film qui a beaucoup de succès depuis sa sortie et notamment en ce moment, puisqu'il a gagné, on va dire, plusieurs prix assez importants au dernier Golden Globes. C'est le film Emilia Pérez. Hello, ici Anna de février 2025. Un petit point sur Emilia Pérez. On a enregistré l'épisode début janvier, avant l'annonce des nombreuses nominations du film aux Oscars et aux Césars, mais aussi avant la révélation d'anciens tweets racistes de l'actrice principale du film Carla Sofia Gascon, et de manière générale avant le backlash subi par le film pour ses différents aspects problématiques. Donc voilà, bien se rappeler en nous écoutant qu'on n'a pas du tout ce contexte lorsqu'on en parle là, puisque ça a été enregistré il y a déjà un petit moment. Il s'agit d'un drame musical français écrit et réalisé par Jacques Audiard qui avait été sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 2024, qui avait remporté le prix du jury et le prix d'interprétation féminine pour les 4 actrices principales, Carla Sofia Gascon, Zoé Saldana, Selena Gomez et Adriana Paz. La musique de ce drame musical est composée par Camille et Clément Ducol. Oui, alors Camille, vous la connaissez sans doute, c'est une chanteuse française qui est là depuis un petit moment. On entend un peu son style dans certains morceaux d'Emilia Pérez. Moi j'avais adoré il y a 20 ans son album Le Fil, et parfois j'entendais des sonorités proches, donc si vous êtes fan de Camille, c'est d'autant plus un argument pour aller voir ce film. C'est un film qui, tu le disais Anna, a remporté un très beau succès. En France, il a rencontré un beau succès en salle, en totalisant plus d'1 million d'entrées. Et il a, comme tu le disais également, remporté de nombreuses récompenses au dernier Golden Globe, notamment en raflant un certain nombre de récompenses sur lesquelles Wicked était aussi en compétition. Donc Emilia Pérez a obtenu le Golden Globe du meilleur film musical ou comédie, du meilleur film en langue étrangère, de la meilleure chanson originale pour El Mal, donc composée par Camille et Clément Ducol, et également le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour Zoé Saldana. Il s'agit d'un film assez curieux, on va dire en termes d'appartenance générique, on peut parler d'une véritable hybride entre la comédie musicale, le film de gang, voire le mélo. Et aussi, c'est un film qui va aborder un certain nombre de thématiques assez étonnantes, mais qui fonctionnent. Oui, c'est un film assez fort, assez intéressant. J'ai pas totalement adoré, mais j'ai vraiment admiré l'audace en fait dans la manière de filmer, dans le traitement de certaines thématiques. Un peu comme Annette de Léos Carax il y a quelques années, qui était pas forcément ce que je préférais, mais qui avait des propositions visuelles, formelles, etc. très fortes. Là, Jacques Audiard va renouveler son univers via le cadre de la comédie musicale, et c'est assez intéressant à plusieurs niveaux. Alors, de quoi ça parle, Emilia Pérez ? Eh bien, ça parle de l'avocate Rita Moro Castro, qui est spécialisée dans la défense de criminels et qui va être contactée, enfin, plus exactement enlevée, par un chef de cartel mexicain en fuite, qui s'appelle Manitas Del Monte. Et Manitas la charge d'organiser le simulacre de son décès, ainsi que sa transition de genre, puisque Manitas a entamé un parcours de transition de genre. Donc Rita s'exécute, si je puis dire, en contrepartie d'une très grande somme d'argent. Et donc quelques années plus tard, sans trop spoiler,
Emilia recontacte Rita dans l'objectif de réparer tout le malheur qu'elle a causé auparavant en tant que chef de gang, en fondant une association d'aide aux victimes des cartels. Alors ce scénario, qui peut sur le papier sembler un peu étrange, est en fait partie d'un roman qui s'appelle Écoute de Boris Razon, qui a été publié en 2018. Oui, alors à l'origine, si j'ai bien compris, Jacques Audiard souhaitait écrire un livret d'opéra en 4 actes. Ça se sent en quelque sorte, ce côté opératique dans l'outrance des sentiments, le côté tragique vers lequel le récit s'achemine. C'est vraiment une tragédie presque plus qu'un mélodrame, je trouve. Moi, sur le coup, j'ai beaucoup aimé, au sens où j'ai été vraiment prise dans le récit, voilà, dans les péripéties aussi qui s'enchaînent. J'ai moins apprécié la fin du film qui m'a vraiment donné l'impression de gâchis inutile, de violence gratuite et voilà, c'est de jubilation à la violence. Mais bon, c'est peut-être aussi lié au genre finalement du film de gang. La musique m'a bien plu, même si elle n'était pas du tout dans le style de comédie musicale de Broadway, hein. Mais finalement, ce style se marie très bien au film. J'ai eu envie de réécouter la bande-son et c'est vraiment pas un réflexe que j'ai souvent, donc voilà, c'était à noter. Et une chanson en particulier m'a beaucoup plu, le titre Por Casualidad, qui est le moment où Emilia retrouve par hasard, entre guillemets, bien évidemment, parce que ce n'est pas un hasard, Rita lors d'un dîner plusieurs années, donc après sa transition. C'est un moment qui m'a beaucoup touchée dans le film. Alors comme toi, je pense que j'ai quand même préféré la première partie du film, avec notamment au début plusieurs numéros autour de Zoé Saldana, qui est vraiment très talentueuse, je trouve. Finalement, c'est elle l'héroïne du film, hein, même si le film porte le nom d'une autre femme. Donc j'ai particulièrement aimé la chanson du début, dans les rues de la ville, qui dénonce la corruption et la misère au Mexique. J'ai bien aimé la chanson dans la clinique à Bangkok, là, tu sais, qui fait vaginoplastie, mammoplastie, rhinoplastie. Je trouve ça vraiment... là, pour le coup, je me suis dit, waouh, quoi, il est allé à fond dans un numéro complètement qui peut paraître ridicule. D'ailleurs, j'ai vu des gens sur Internet se moquer. Mais non, enfin, c'est un truc, c'est camp, quoi. C'est too much et ça fonctionne très bien. La mise en scène du numéro est très cool, avec notamment des plans zénithaux, évidemment, à la Busby Berkeley, avec les brancards, etc. Enfin voilà, des trucs très très amusants et bien faits dans ce numéro-là. Et un peu plus tard, j'ai bien aimé aussi la chanson de colère du personnage de Zoé Saldana au moment du cocktail avec tous les politiciens corrompus. Enfin, elle incarnait vraiment très bien ce moment d'indignation. Et c'est vrai qu'après ce démarrage en trombe, on a toute une intrigue, donc, comme tu l'as dit, autour de la création de l'association d'Emilia, dont le but est de retrouver en fait les disparus liés au narcotrafic. C'est un sujet extrêmement fort, hyper important au Mexique, qui aurait peut-être pu être un peu mieux exploré, j'ai trouvé. Et ensuite, dans la dernière partie, ça part un peu en cacahuète, hein. Emilia est rattrapée par son passé, aussi par sa propre violence, finalement. Et c'est un peu dommage, parce que j'aimais bien le côté pacifié de toutes les séquences dans la maison, quand Emilia retrouve ses enfants et son ex-femme, mais qu'ils ne savent pas que c'est elle, quoi. Enfin, que c'est cette personne qu'ils ont connue. Donc, c'était assez intéressant. Et après, je suis, comme toi, moins convaincue par les fusions de violence finales. Et un truc qui m'a plus interrogée, on va dire, avec le recul, c'est la question de la légitimité de Jacques Audiard à raconter cette histoire, à la fois parce qu'il s'agit d'une femme trans et d'une histoire qui se passe au Mexique, et qu'on est face à un réalisateur français cisgenre, voilà, mais qui va raconter cette histoire. Et plus j'y réfléchis, plus je crois que ça me dérange pas mal. D'autant que ça reconduit quand même malgré tout un certain nombre de clichés sur les personnes trans. J'ai lu sur le magazine en ligne Autostraddle un article de Drew Burnett Gregory qui liste tous les stéréotypes, en fait, tous les stéréotypes trans reconduits par le film. Celui de la femme trans comme tueuse, la figure tragique de la femme trans qui abandonne sa femme et ses enfants pour effectuer sa transition, le fait que la transition soit considérée comme une mort, le fait que la personne trans soit mégenrée et morinommée à des moments cruciaux du film, et aussi ce moment où Emilia se décrit comme à moitié masculine et à moitié féminine. Enfin voilà, tout ça, c'est un certain nombre de tropes pour la description des personnes trans à l'écran qui sont malgré tout reconduits dans le film. Même si voilà, l'article pointe aussi qu'il y a des moments assez jubilatoires, et notamment le fait qu'on chante vaginoplastie dans un numéro musical. Oui, sur cette question de la représentation des personnes trans, je suis pas du tout une spécialiste, mais c'est vrai qu'en regardant le film, je me suis aussi un peu questionnée sur le fait que du moment que la transition de genre arrive, Emilia devient tout à coup presque une sainte. Oui. Je suis pas sûre que ça marche comme ça, que si on est assigné homme à la naissance et qu'on est une ordure,
Quand on fait sa transition, on devient pas tout d'un coup quelqu'un de génial. Enfin, c'est un peu une vision un peu étrange et un peu binaire, en fait, de la répartition genrée, on va dire, et de la transidentité qui m'a un petit peu questionné, même si je trouve le film, comme toi, hein, assez plaisant à plusieurs niveaux. Et donc, il a été critiqué sur ça et aussi sur sa vision du Mexique. Puisque c'est un film sur le Mexique qui a été tourné avec très peu de personnes mexicaines, de ce que je comprends, et qui n'a pas été tourné là-bas, hein, puisque ça a été tourné principalement en France, en réalité, en région parisienne. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours quelque chose qui peut un peu questionner sur le fait de pas vraiment intégrer les personnes concernées dans le processus de fabrication d'un film. Passons à un autre film relativement marquant de cette année, même si pour le coup il n'a pas eu le succès escompté, même pas du tout, hein. C'est un film qui a fait, on va dire ça comme ça, un flop. C'est Joker Folie à deux, qui est sorti en octobre 2024, un film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Il s'agit de la suite du film de 2019 Joker, qui pour le coup lui avait été un immense succès. Le film se déroule en 1983, 2 ans après le premier Joker, et donc Arthur Fleck, qui est le nom du Joker, est interné dans un hôpital psychiatrique en attendant son procès, et il va y rencontrer Lee, une autre détenue, qui est fascinée par lui. Alors moi j'avais très hâte de la sortie du film, d'autant déjà parce que je suis fan de Lady Gaga et on m'avait dit qu'il y avait en plus beaucoup de références à la comédie musicale hollywoodienne classique dans ce film. Donc voilà, je pensais qu'il avait tout pour me plaire, mais j'ai été plutôt déçue. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de références à la comédie musicale hollywoodienne classique, on a de nombreuses chansons classiques qui vont être interprétées dans le film, hein. Bewitched, When You're Smiling, Get Happy, Flaming to the Moon, enfin voilà, un certain nombre de standards qui sont chantés dans le film. Et on a même un extrait de The Bandwagon, l'extrait That's Entertainment, qui est regardé par les personnages dans la diégèse. Oui, en gros, c'est un jukebox musical, hein, avec une forte influence de l'âge d'or hollywoodien, comme tu l'as dit, mais aussi une chanson de Sweet Charity, If My Friends Could See Me Now, mais aussi du Stevie Wonder, des Bee Gees, des chansons de Burt Bacharach, une chanson de Jacques Brel. C'est un fourre-tout qui désoriente un petit peu, je trouve. Alors, ce film, on peut quand même souligner qu'il s'agit d'une véritable comédie musicale. On s'est beaucoup moqué quand le réalisateur en interview disait pour rassurer les fans du Joker que c'était pas une comédie musicale, c'était seulement un film où les numéros servaient à développer les pensées et les sentiments des personnages. Bon, on était un peu en mode n'est-ce pas la définition de la comédie musicale? Donc oui, on vous rassure, hein, chers auditeurs, chères auditrices, il s'agit totalement d'une comédie musicale. C'est vrai qu'on sent qu'à l'approche de la sortie, l'équipe essayait de minimiser le côté comédie musicale, je pense en essayant d'enrayer le flop qui sentait déjà arriver, hein. Je sais pas si le flop est entièrement dû au fait que c'était une comédie musicale, mais à mon avis ça a joué parce que les fans du Joker, du premier Joker, je pense pas que ça se recoupe beaucoup avec les fans de comédie musicale en fait. Donc il y avait un truc, en même temps je trouve ça audacieux de la part de Todd Phillips de s'être lancé là-dedans. Mais bref, du coup, au final, ils ont pas trop assumé, mais je suis désolée, je suis d'accord avec toi, c'est complètement une comédie musicale. Même si la dimension musicale est décevante, hein, malgré le talent, bien sûr, de Lady Gaga, j'ai trouvé qu'aucun numéro n'était vraiment intéressant. On a des numéros qui sont souvent fantasmés par les personnages qui vont leur servir d'échappatoire à leur univers qui est par ailleurs autrement un univers très clos puisque on est par définition à la fois dans le film de prison et de procès. Donc les numéros sont beaucoup des numéros d'échappatoire et là aussi on a une sorte d'hybridité générique hein, parce qu'on pourrait dire que les films de prison, les films de procès, c'est aussi des genres en soi qui vont ici être confrontés au genre de la comédie musicale. On a malgré tout aussi quelques moments où les numéros sont diégétiques. Puisque donc Lee et Arthur se rencontrent à l'occasion d'une chorale et que la musique et en particulier le chant a à certains moments une vraie place dans le film. On a par exemple ce moment où les prisonniers vont chanter When the Sun Come Marching In pour se révolter. Bon, un sera finalement tabassé à mort, mais ça j'ai trouvé assez intéressant de faire aussi du chant diégétique dans le film. Mais là encore, ce qui me dérange dans ce film, presque comme dans Emilia Pérez, c'est une surenchère complaisante de la violence. On a un véritable spectacle hein, de la violence, de la folie, de la misère, presque comme entertainment, qui me semble quelque chose d'assez immoral. Je me demande en fait ce que ça raconte au juste ce Joker. Et comme on sait pas vraiment aussi de quel bord politique se situent les partisans d'Arthur Fleck, on a cette espèce de malaise un peu endémique qui m'avait aussi saisi après le premier film. Politiquement, je sais pas trop quel est le propos de ces films.
Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, il y a une forme de confusionnisme politique un peu fourre-tout. Il y a quelque chose qui est confus, hein. Et j'ai eu du mal aussi. J'avais vraiment pas aimé le premier film, hein, qui a été pourtant un énorme succès, voire même un phénomène de société. Je trouvais le discours un peu confus, le style assez pénible. Et ici, même si on sent que le réalisateur Todd Phillips essaie de réfléchir à l'impact du premier volet, ce que je trouve intéressant, parce qu'il a dû se dire, oula, il y a des gens qui n'ont pas très bien compris ce que je voulais faire passer dans le premier volet. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et du coup, il essaie d'offrir un autre point de vue, mais ça tombe un peu à plat malgré tout, hein. Je comprends pas vraiment comme toi ce que ça veut raconter, c'est assez ennuyeux. Le personnage du Joker, il est encore moins fascinant que dans le premier volet, et le personnage de Lady Gaga, donc c'est le personnage de Harley Quinn, est vraiment, je trouve, sans relief. Donc c'est à mon avis un échec tant commercial que artistique, malgré les bonnes intentions de Todd Phillips, que je ne nie pas du tout. Maintenant, faisons un point Disney. Évidemment, évidemment. On ne peut pas faire un bilan annuel sans parler de Disney. Parlons de Moana 2, ou Vaiana 2 en français, un film qui est sorti fin novembre 2024. Il s'agit donc bien sûr de la suite de Vaiana, la légende du bout du monde, donc c'était le titre français, film qui était sorti en 2016. Ce deuxième volet est réalisé par David G. Derrick Jr. Holly Cravalho et Dwayne Johnson reprennent leurs rôles respectivement de Vaiana et de Maui. Alors, sur ce film, il faut savoir qu'initialement, c'était prévu pour être une série musicale pour Disney+, dont le développement avait été annoncé en décembre 2020. Mais, en février 2024, Bob Iger, donc chef de Disney, annonce que la série a été retravaillée ensuite pour le cinéma. Pour la musique, dans ce deuxième volet, on retrouve Mark Mancina et Opetaya Foai, mais pas Lin-Manuel Miranda, qui a été remplacé par d'autres, Abigail Barlow et Emily Bear, qui est un duo de compositrices qui a fait du spectacle vivant. Alors personnellement, je l'ai vu en salle et en famille, et donc d'ailleurs en français, hein, je le précise. Et j'ai été très déçue. Déjà parce que je savais pas que la musique ne serait pas de Lin-Manuel Miranda. Donc je l'ai découvert sur le coup et je trouve que ça se ressent immédiatement. C'est une musique beaucoup plus pop et beaucoup moins comédie musicale. Donc pour moi c'est très très différent du premier opus parce que l'identité du premier opus était aussi beaucoup liée, je trouve, à Lin-Manuel Miranda. Le scénario est assez décousu. On a plein de petites scénettes non abouties, de pistes non achevées, qui est peut-être lié à ce développement sériel au début. Enfin, on a l'impression de moult rebondissements qui ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et déjà, à la base, on a quelque chose qui apparaît un peu tiré par les cheveux, puisque le grand récit de Vaiana, c'était Vaiana 1, c'était une quête. Et là, littéralement, au début du film, on lui dit quelque chose comme « Ah, tu sais, t'as déjà fait une quête, mais en fait, faut y retourner. » Et même comme si les personnages eux-mêmes trouvaient ça un peu chelou. Donc bon. Ouais, ok. Il y a un personnage qui m'a quand même fait rire dans le film, c'est qu'on a un mec qui est admiratif de Maui et qui arrête pas de vouloir le rencontrer. Voilà, c'est dans l'idée que le public sait qui c'est, donc on peut jouer aussi quand même avec des références liées au premier opus. Et à un moment donné, voilà, il le rencontre et lui donne une tapisserie où il est représenté. Il dit c'est de la fanfiction. Bon voilà, il y a des petits côtés, un petit côté méta quand même rigolo. Mais ne serait-ce que sur les différents personnages, c'est très bizarre. Voilà, Vaiana rassemble un espèce d'équipage pour partir avec elle faire sa quête, mais c'est des personnages qu'on nous a pas du tout présentés dans le récit. Enfin, c'est très très bizarre. Il y a un vrai problème de scénario. Il y a aussi des caractérisations musicales des personnages qui sont pas très convaincantes. On a un personnage de méchante qui a pas vraiment une chanson de méchante et qui n'est pas vraiment une méchante non plus. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de clair par rapport au canon de Disney. Et surtout, on est aussi face à un film qui n'arrête pas de s'excuser d'être une comédie musicale avec ce côté « Ah, mais pourquoi vous chantez ?» ça m'énerve, quoi. Disney ne doit pas s'excuser de faire des comédies musicales, autrement, où va-t-on? C'est clair. Bon, moi, j'avoue que je l'avais noté dans mes films à voir cette année, puis finalement, j'ai eu un peu la flemme. J'ai entendu les premiers retours, ça paraissait foireux, cette histoire de transformer une série en film, Lin-Manuel Miranda n'est plus là, enfin bref, j'avais pas le temps, j'y suis pas allée. Autre Disney sorti cette fin d'année, hein, ça fait quand même 2 grosses sorties assez consécutives, puisque on a Mufasa qui est sorti le 18 décembre, qui est donc le prequel live action du Roi Lion. Un film réalisé par Barry Jenkins, un cinéaste venu du cinéma d'auteur, qui avait notamment réalisé Moonlight, qui avait à l'époque obtenu l'Oscar du meilleur film.
Oui, c'est une habitude de Disney ces dernières années d'aller chercher, pour réaliser leurs films, on va dire, grand public, des cinéastes venus du cinéma indépendant, comme par exemple Chloé Zhao, qui a réalisé un film Marvel. Le scénario est de Jeff Nathanson, qui a surtout écrit des films d'action et qui est devenu, au fil des années, un scénariste maison de Disney, et qui a notamment écrit le fameux remake du Roi Lion de 2019. Bon, t'as dit live action, on précise que c'est pas vraiment live action, c'est plutôt photo... Attends, j'avais trouvé un terme sur Wikipédia, il disait photo realistically animated, je crois. Oui. Oui, ce ne sont pas des vrais lions qui chantent, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. J'ai étonnamment bien aimé ce Mufasa. J'ai été prise dans l'histoire, ce destin donc de Mufasa. Pour ceux qui ne se souviennent pas, mais là, ça serait quand même. C'est donc le père de Simba dans l'histoire originelle du Roi Lion. Et donc on voit que ce Mufasa, il part de rien, il perd tout, il retrouve une famille, il perd tout à nouveau. Voilà, il y a un truc de récit initiatique assez noir malgré tout. Il se passe quand même des choses assez tristes dans cette histoire. Le récit devient un peu trop évident à mesure qu'on approche de la fin et qu'on doit faire en sorte de retomber sur l'histoire originelle, les personnages qu'on connaît du Roi Lion. Mais bon, ça fonctionne globalement. Moi, j'ai eu pas mal de difficultés à suivre l'histoire, tout simplement parce que je trouvais que tous les lions se ressemblaient énormément et que pendant tout le film, j'ai eu beaucoup de mal à distinguer Mufasa de Taka, qui deviendra ensuite Scar, donc son frère. Et donc voilà, ça jouait beaucoup sur ma compréhension du film. Et il y a pas mal de péripéties, de rebondissements, voilà, qui rendent le récit assez dense. Et moi, tu sais que je suis complètement idiote parce que j'ai regardé la moitié du film sans avoir capté que Taka c'était Scar. Ah. Et au bout d'un moment, j'ai fait ah, mais ça va devenir Scar. Mais sur le coup, j'ai pas compris. Bon, pourtant, c'est absolument évident parce qu'il y a plein de références aussi au fait que ça va devenir Scar. Mais alors qu'il rencontre un lion qui devient son frère adoptif et tout, j'avais pas capté. Tellement j'étais dedans. Ça veut dire que ça fonctionne parce que j'étais pas en train de réfléchir. J'étais pris dans l'histoire. Et il ressemble pas du tout aussi au Scar du dessin animé, je trouve, parce que Scar il est vachement foncé. Par rapport à... Ouais, mais il ressemble au Scar parce qu'on s'en souvient pas, parce qu'il est pas mémorable, mais il ressemble au Scar du Roi Lion de 2019, qui était, pour le coup, assez gris, pâle. Ouais. Qui était très différent de celui du dessin animé. Alors, je suis un peu d'accord avec toi sur le coup de pas trop reconnaître les lions entre eux. Déjà que j'ai du mal à reconnaître les visages des humains, alors des lions, laisse tomber. Pareil. Il y a des aspects que j'ai plutôt bien aimés dans l'écriture, notamment dans la première partie, quand vont s'opposer plusieurs conceptions de la tribu. Puisqu'on a un roi, donc le père de Taka, qui refuse que quelqu'un d'extérieur entre dans la tribu et qui est obsédé par les liens du sang. On a ensuite un peu plus tard l'idée que Mufasa, une fois qu'il a quand même intégré cette tribu, va être élevé avec les femelles et donc acquérir des compétences, des qualités que les autres mâles lions n'ont pas. Je trouvais ça assez intéressant. Oui, et ici la dimension genrée du pouvoir est beaucoup plus explicite que dans les autres films, je trouve. Oui, le fait que Mufasa finalement a acquis des qualités qui sont traditionnellement associées au féminin, on va dire, est super intéressant. Mais rétrospectivement, c'est pas du tout présent dans le Roi Lion originel, parce que Mufasa, au contraire, dans le Roi Lion, c'est vraiment la figure du mâle dominant. Voilà, c'est froid, etc. Donc c'est à la fois intéressant, à la fois... En fait, ce qui est amusant, je trouve, dans ce Mufasa, c'est qu'idéologiquement, il est moins gênant. Moi, j'ai dit déjà plein de fois dans ce podcast que je trouve qu'idéologiquement, le Roi Lion, c'est un peu limite. Et là, on sent qu'ils sont un tout petit peu plus progressistes, tout est relatif évidemment, hein, mais un tout petit peu plus progressistes que n'était l'histoire originale. Par exemple, on sent que ça les gêne aux entournures de faire l'éloge de la monarchie. Et du coup, à la fin, Mufasa, il est presque sur le point d'installer une démocratie. Ça me fait trop rire, il dit « Nous sommes tous égaux !» Mais bien sûr, ça peut pas aller aussi loin, donc ils sont obligés d'essayer de justifier pourquoi Mufasa est devenu roi. Enfin, j'ai trouvé ça assez rigolo, finalement, d'essayer de faire un film un petit peu plus progressiste dans ce qu'il représente. Mais comme finalement, il faut quand même qu'on arrive à installer une monarchie qui va s'étendre de père en fils, il faut retomber sur ça à la fin. C'est pour ça que la fin a un côté un petit peu dérangeant, parce qu'on nous recase tout ce que c'est l'histoire originelle du Roi Lion, quoi. On n'en a pas parlé, mais il y a un dispositif narratif, en fait, qui justifie, entre guillemets, bref, qui n'aurait pas forcément besoin de le justifier, mais voilà, qu'on revienne sur l'histoire de Mufasa. C'est que, donc, la fille de Simba se fait raconter par Rafiki l'histoire de son grand-père Mufasa. Et je trouve que c'est vraiment la partie la plus faible du film, puisqu'on va avoir aussi Timon et Pumba qui interviennent à ce moment-là, qui commentent un peu, et qui amènent une dimension méta, j'avoue, un peu pénible, devenue ultra prévisible chez Disney. Voilà, ils font une mini-reprise de Hakuna Matata, ils font une blague sur la comédie musicale de Broadway Le Roi Lion, en disant « Ah, on est devenus des marionnettes ». Franchement, on n'a pas besoin de ça, Disney, ça sort de l'histoire, c'est pas utile.
Oui, ça tranche beaucoup trop avec le reste du ton du film, même cette espèce d'interlude comique, parce qu'on est autrement face à un film qui est très solennel, voire parfois peut-être grandiloquent. Ça tranche beaucoup trop. Oui, et moi ce côté solennel finalement m'avait plutôt convaincu. J'étais dedans et du coup ça me saoulait ces trucs-là, ces intermèdes. Concernant la musique, donc on l'a pas encore dit, mais les chansons sont de Lin-Manuel Miranda. Il a pas bossé sur Moana, mais il est allé sur Mufasa. Elles sont correctes, mais j'avoue, elles m'ont pas vraiment marqué. J'en ai pas réécouté après, quoi. Ouais, elles sont une fois de plus très reconnaissables, hein. Même mon fils de 4 ans a trouvé que ça ressemblait à Vaiana, mais il faudrait peut-être les réécouter à tête reposée pour tout simplement se faire une opinion plus précise. À sa décharge, alors je sais pas si c'est tant lié aux chansons qu'aux numéros, mais je me suis dit aussi que c'était plus compliqué de faire des numéros mémorables quand on est dans le cas de live action ou de trucs photoréalistes, hein. Et il y a aussi quelque chose où ça m'a un petit peu plus dérangé que dans le Roi Lion premier opus d'ailleurs, de voir des animaux réalistes chanter. Je sais pas, je me souviens pas avoir eu ce sentiment d'étrangeté sur le premier entre guillemets live action. Mais là, parfois, ça faisait vraiment bizarre quand on les voyait vraiment avec leur gueule faire le lip sync des paroles. Enfin, ouais, ça m'a un peu dérangé. Moi je sais pas, j'ai pas forcément vu de différence majeure avec le Roi Lion. C'est toujours bizarre, c'est toujours un projet bizarre quand même, faut le dire. Ce que j'ai adoré en revanche, c'est la musique instrumentale. Et notamment, mais ça c'est vraiment la fibre nostalgique, les fois où il y avait des rappels musicaux, des airs de Hans Zimmer pour le film original, donc par exemple l'air de Shadowland qu'on entend plusieurs fois. Et ça m'a même ému en fait, enfin je sais pas, je trouve que c'était très bien orchestré et que les rappels à la musique originale arrivaient à des moments opportuns. Voilà, il y avait une belle gestion de la musique instrumentale, ce qui est pas toujours quelque chose que je remarque particulièrement dans les films, mais là ça m'a semblé très bien fonctionner. Dernière remarque, j'ai trouvé aussi que c'était beaucoup un film fait pour la 3D, voire même pour la 4D, tu vois, avec plein de plans sur pont blanc dans la savane, plein de troupeaux, voilà, quand on s'imagine un peu parmi le troupeau de gazelles ou d'éléphants qui courent, on imagine les effets de poussière ou voilà, d'espèces de cinéma dynamique que ça peut occasionner dans certaines salles où le film est exploité en IMAX, je pense, donc voilà, il y a ce côté-là où j'ai aussi eu l'impression de pas le voir dans les conditions les plus optimales. Ensuite, donc point Disney terminé pour le moment, passons au film francophone et notamment au film Les Reines du Drame qui est sorti le 27 novembre. Alors j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le voir, mais c'est un film qui piquait beaucoup ma curiosité. Alors peux-tu nous en dire un petit peu plus ? C'est le premier long métrage d'Alexis Langlois, cinéaste remarqué ces dernières années pour ses courts-métrages très stylisés et surtout très queer. Les Reines du Drame, ça raconte l'histoire d'amour chaotique entre deux chanteuses, Mimi Madamour, qui concourt à une émission type La Nouvelle Star, et Billy Colère, une punk rebelle. La narration, là aussi il y a un dispositif narratif qui justifie qu'on fasse un flashback. C'est comme dans Mufasa, pas tout à fait pareil. Mais il y a un dispositif narratif puisque la narration est assurée par un fan complètement déjanté de Mimi, qui est joué par Bilal Hassani, et qui commente en fait les événements en mode vidéo YouTube pour revenir sur cette histoire qui s'est passée, machin. Et c'est un assez bon pastiche des youtubeurs un peu survoltés qui racontent des histoires comme ça en s'adressant à leurs viewers de manière très familière et très marrante. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Il y a un vrai univers dans ce film, on est replongé dans toute une ambiance musicale qui nous ramène aux années 90-2000, hein. Il y a des références à Britney Spears par exemple. C'est un film totalement libre, queer, qui assume totalement cet aspect-là, une identité finalement qui est mouvante. Le film change de style, de rythme et de propos en permanence, j'ai trouvé. Il y a peut-être un aspect qui m'a un peu dérangé, c'est la manière dont est présentée l'histoire d'amour. Une histoire d'amour qui est ultra toxique, hein, parce qu'elle s'insulte, elle se dénigre, elle se tape dessus, mais leur histoire triomphe malgré tout. On a pas mal parlé de cet aspect ces derniers mois à propos de L'amour ouf de Gilles Lelouch, hein, vous savez, le film qui a eu beaucoup de succès là et qui finalement n'a aucune séquence musicale ou quasiment pas, contrairement à ce qu'on disait. Personnellement, j'ai pas du tout aimé L'amour ouf à cause de cet aspect, pas seulement, mais en partie à cause de cet aspect de relation d'amour toxique. Et dans Les Reines du Drame, désolé, mais c'est pas franchement mieux, hein. C'est pas parce qu'elles sont lesbiennes que ça justifie de présenter de cette manière-là une histoire d'amour très très limite. Le fait qu'elles terminent ensemble à la fin, voilà, me fait un peu cringe. Après, je pense que c'est conscient et assumé de la part d'Alexis Langlois, ce qui est, à mon avis, pas le cas de Gilles Lelouch, qui a pas capté qu'il représentait une histoire d'amour un peu problématique.
Par contre, dans Les Reines du Drame, les chansons sont incroyables. Enfin, vraiment, pour le coup, j'ai réécouté la bande-son qui mêle tous les styles, de la pop bubblegum, comme la chanson Patouche, qui m'est restée dans la tête pendant des semaines. Ça ressemble un peu, j'allais dire, du Laurie en un peu plus provocateur. Ça ressemble peut-être un peu plus à du Alizé. C'est vraiment très cool. Les chansons punk, avec donc via le personnage de Billy. Des chansons très dans un style romantique, dark, comme celle qui s'appelle Fisté jusqu'au cœur, qui est absolument géniale. Et qui symbolise bien le film, en fait, entre une espèce de romantisme exacerbé et un côté très trash, voilà, rentre dedans, quoi. Ça fonctionne très bien, les comédiens et comédiennes sont tous et toutes excellents, vraiment investis dans leur rôle, ils jouent vraiment l'histoire avec une forme de sincérité, sans aller dans le second degré. Je pense que c'est ce qu'il faut, bien sûr, pour qu'on puisse croire un minimum à ce qui se passe à l'écran. C'est un film extrêmement singulier que j'encourage les auditeurs et auditrices à découvrir s'ils le peuvent, parce que c'est rare de voir des ovnis tels que celui-là sur les écrans. Autre comédie musicale sortie en cette fin d'année en France, autre film français. Il s'agit de Jolie Jolie de Diastème qui est sorti pile le 25 décembre 2024. Alors je vais y aller direct, j'ai pas du tout été convaincue par ce film. Pourtant, j'étais assez hypée par le casting, avec que des gens que j'aime bien. Hein. Il y a William Lebguil, il y a Vincent De Dienne, il y a Laura Felpin, José Garcia, Clara Luciani, que j'avais hâte de découvrir en tant qu'actrice. Moi aussi, j'ai quelques réserves. On va y revenir. Mais en termes de casting, j'ai trouvé les acteurs plutôt bien. Laura Felpin est plutôt une agréable surprise. Je savais pas du tout qu'elle savait chanter. Et j'ai trouvé que globalement, ils chantaient tous plutôt correctement. Qu'on voyait pas de grosses différences entre Clara Luciani et tous les autres, hein, ce qui peut être toujours le problème quand on a une chanteuse et un certain nombre d'acteurs, enfin de personnes qui sont avant tout des acteurs. Alors le film, ça va être une histoire d'amour qui se déroule dans le milieu du cinéma dans les années 70, sur des chansons d'Alex Bopin, donc le célèbre chanteur et compositeur, qu'on connaît notamment au cinéma parce qu'il a collaboré avec Christophe Honoré pour plusieurs films musicaux. Les chansons font partie des quelques trucs que j'ai trouvé plutôt bien dans le film. Certaines restent assez efficacement dans la tête, et notamment la chanson titre, qui est aussi la chanson de la bande-annonce. Mais j'ai trouvé qu'elles arrivaient vraiment bizarrement dans le récit. En termes de dramaturgie, on retrouve difficilement les codes bien identifiés de Broadway, la I Want Song, la chanson d'avant deuxième acte, tout ça. Et pourtant, Alex Bopin dit dans 42e rue qu'il a pensé le film en termes dramaturgiques. Alors je sais pas, ça a dû se perdre dans le scénario alambiqué parce que du coup ça m'a plutôt fait penser à on connaît la chanson, voilà cette idée où on a presque quelque chose d'incongru à l'éruption des chansons dans le film. Moi, ce qui m'a principalement dérangé en fait dans le film, c'est cette sensation de quelque chose d'ultra artificiel, même si je sais que c'est volontaire. Ce côté théâtral où on voit par exemple que tous les extérieurs, les rues enneigées, etc., que tout est fait en studio. Parfois ça peut fonctionner, j'ai rien contre le cinéma de studio, mais là je me suis sentie à l'étroit dans le film. Aussi peut-être en raison de l'aspect nostalgique et de choix narratifs que j'ai trouvé franchement désuets. Avec des quiproquos amoureux qui n'en finissent plus, ce personnage d'écrivain en panne d'inspiration, est-ce qu'on l'a pas déjà trop vu ce personnage, quoi? Le producteur qui est amoureux de son actrice qui a 25 ans de moins que lui, enfin c'est vraiment des choses, j'ai l'impression qu'on a déjà trop vu ça partout et qu'on aimerait un peu plus de renouvellement dans les représentations, quoi. Oui, c'est toujours le jeu des clichés, hein. Est-ce qu'on se sert des clichés comme un truc générique, voilà, que le public aime retrouver? Ou est-ce que ça apparaît juste comme un truc vu et revu 100 fois et complètement éculé? Moi, j'ai personnellement pas du tout aimé tout ce qui était avec José Garcia. Je suis désolée, mais son personnage, son interprétation, son histoire d'amour sordide avec l'héroïne. Bon, je veux pas être méchante, mais quand j'ai vu que José Garcia, il fait du José Garcia, j'ai pas pu me départir du mauvais a priori que j'avais de lui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à partir du moment où il arrive, qui est assez tôt dans le film, hein, je précise, qu'il y a quelque chose qui a commencé à me déranger. Un très très fort sentiment d'oppression qui se dégage dans ce film, hein, comme tu le dis aussi, hein, tu dis qu'on est à l'étroit. Charlotte Garçon, dans sa critique, j'ai vu qu'elle parlait de boule à neige. C'est vraiment ça, ce côté enfermé qui tient sans doute à l'histoire, inutilement alambiqué, mais aussi à l'image, hein, ce côté étonnamment sombre de bout en bout, sans doute dû à l'effet studio. Bon, c'est bien sûr le côté film de Noël aussi, mais je sais pas, moi aussi j'avais un côté où j'avais du mal à respirer dans ce film.
Et cette suffocation est pour moi un peu à l'inverse de ce qu'est une comédie musicale, notamment d'une comédie musicale comme Les Demoiselles de Rochefort, dont on a beaucoup rapproché ce film dans les critiques. Alors peut-être que c'est aussi parce que c'est tout simplement le film français, le musical le plus connu que les critiques ont sous la main, mais je trouvais que ça n'avait vraiment pas grand-chose à voir avec Les Demoiselles. Ouais, complètement. Et je trouve aussi ce côté vase clos, finalement, est renforcé par le fait que ça se déroule dans l'univers du cinéma. Et je me suis dit, merde, déjà, on est à l'étroit, on se sent oppressé. Et en plus, c'est un film qui parle de cinéma. Enfin, je sais pas, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'ouverture sur le monde, pas d'ouverture sur la modernité d'aujourd'hui. Enfin, je sais pas. Encore une fois, j'ai trouvé ça étouffant. Même s'il y a des choses qu'on n'aurait pas vues d'il y a 40 ans, hein, par exemple l'histoire d'amour homosexuel, qui est sans doute la partie la plus belle et émouvante de l'histoire, surtout, j'avoue, grâce à Vincent de Dienne, qui dans ce film est extrêmement beau, j'ai trouvé, j'étais là, oh. et extrêmement touchant aussi, j'ai trouvé que c'était le personnage le plus touchant de tous. Le reste de l'intrigue est, disons-le, nul, sans faire de mauvais jeu de mots avec le titre d'une des chansons, qui par ailleurs est plutôt pas mal la chanson. L'histoire d'amour entre William Lebguil et Clara Luciani ne fonctionne pas du tout. On ne s'attache pas à leur relation, et les obstacles qui les empêchent d'être ensemble sont idiots et s'étirent à l'infini. Le film dure presque 2 heures. Et enfin moi je déteste ce genre d'intrigue. Ils n'arrivent pas à se retrouver parce que quelqu'un a dit que machin et du coup ils ont cru que... Bref. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. De manière générale, je suis vraiment pas fan des quiproquos amoureux. Ça m'énerve toujours. Même dans Top Hat, par exemple, ça m'énerve. Mais alors là, ça m'a vraiment gonflé d'emblée. Hein. Et j'ai l'impression de me répéter, mais le vrai problème du film, pour moi, c'est un problème de scénario. Enfin, cette histoire est nulle, en fait. Alors ouais, je suis d'accord avec toi que c'est le problème numéro 1 du film. Et du coup, je trouve que c'est tellement pas bien écrit que on a l'impression, par exemple, d'un trop-plein de numéros musicaux. Parce qu'ils sont pas très bien intégrés, on va dire. Et du coup, j'ai eu presque l'impression qu'il y avait trop de chansons, alors que je me plains rarement qu'il y ait trop de chansons. Même s'ils sont très chouettes individuellement, dans l'histoire, je me suis dit, mais ça sert à rien. Par exemple, le numéro de l'huissier de justice, alors que en plus c'est Thomas VDB qui joue l'huissier de justice et j'adore ce gars. Le numéro que j'ai trouvé un peu de mauvais goût de l'infirmière chaudasse, tout ça c'est des choses qui peuvent fonctionner un peu, mais qui s'intègrent pas bien, quoi, finalement. Ouais, j'avoue que ces 2 derniers-là, ils m'ont pas trop déplu. Je me suis même dit à un moment qu'il aurait peut-être fallu plus d'ensembles chorégraphiés. Mais bon, en supprimant autre chose, hein, évidemment, parce que autrement, ça fait trop. Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est vrai que le numéro de l'huissier de justice, du coup, il a tous ses assistants qui dansent derrière lui, c'est plutôt marrant. Mais je trouve que le filmage, il y a aussi un problème de mise en scène, en fait, finalement. Hein. Non seulement de scénario, mais aussi de mise en scène, hein, parce que le filmage des numéros musicaux n'est pas toujours réussi. Ça met pas en valeur les moments vraiment chorégraphiés, qui ont été chorégraphiés par Marion Motin, qui est une nana qui a travaillé pour le théâtre musical. J'avoue, ça m'agace un peu. Bon, bref, je vais pas m'étendre, mais bossez vos mises en scène de numéros musicaux, les gars, quoi. Y a que le numéro de Cinecittà qui est interprété par le personnage du réalisateur joué par Grégoire Ludic, donc il fait l'éloge du cinéma italien sur les plateaux de tournage avec toute l'équipe autour de lui, que j'ai trouvé plutôt bien scénographié, on va dire. Je trouve que ça a un côté plaisant, le décorum années 70, par les costumes, hein, tout simplement, que ça donne à voir. Mais je trouve assez inutile les blagues du style anachronisme ou des blagues qui soulignent qu'il y a eu, soi-disant, beaucoup de changements entre les années 70 et aujourd'hui. La blague sur le téléphone portable ou la blague plus problématique sans doute sur le fait que les femmes ne vont plus accepter d'être traitées comme des merdes. Bon, quand on voit la lenteur avec laquelle ça change, bon, je ne sais pas. Aussi, je me suis dit en voyant le film que j'aurais sans doute plus apprécié le côté foutraque, le côté relâché de l'intrigue, l'enchaînement des numéros de manière un petit peu décousue, si ça avait été une comédie musicale scénique. Je trouve qu'on accepte mieux au théâtre le côté caricatural, le côté hors du temps, la succession des scénettes, la présence de personnages anecdotiques. Ouais, je me suis dit que ça aurait mieux fonctionné, comme quoi c'est vraiment 2 médiums très différents, hein, le cinéma et le théâtre, c'est la palissade absolue que je dis. Mais du coup... J'avais écrit ça dans notre document, et puis après j'ai écouté l'émission 42e rue avec Alex Baupin, et dans 42e rue, il dit qu'à la base c'était un projet de théâtre, que ça devait être fait pour le théâtre du Châtelet. Et j'étais là, I knew it, ça se voit, c'est un truc de théâtre. C'est du théâtre et ça se sent trop quand on passe au cinéma, il faut switcher les choses quoi, c'est pas la même chose. Bref, on va pas s'acharner plus, hein. Je pense que plein d'auditeurs et auditrices vont dire mais elles sont quand même sévères, hein. C'était quand même mignon et sympa ce film. Mais bon, voilà, on y met beaucoup de choses là-dedans, et ce côté ringard m'agace un peu, en fait, sur l'image que ça peut donner de comédie musicale française, un petit peu déconnectée et hors sol, quoi.
Soyons honnêtes aussi, hein, je pense qu'on est particulièrement exigeante parce qu'on y met beaucoup d'enjeux au-delà du film lui-même, hein, comme tu le dis, hein, sur l'image du genre en France, sur ce que c'est que de faire une comédie musicale aujourd'hui. Mais bon, on peut en tout cas conclure en disant que c'est dommage que la nostalgie du genre tire si souvent vers le vieillot, hein, parce que c'est un peu ça le fond du problème. Nous voulions également parler du documentaire Il était une fois Michel Legrand de David Herzog Decite, qui est sorti le 4 décembre mais que je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir parce qu'il ne s'est pas joué très très longtemps à Metz, donc j'ai loupé le coche. Mais toi tu l'as vu? Oui, j'avais même été invitée en projection presse par du Lac Distribution, donc merci. Un documentaire assez classique sur la forme, avec des archives, des interviews face caméra, de proches de Michel Legrand qui viennent témoigner, etc. Construit en montage parallèle, avec d'un côté une rétrospective de la carrière de Michel Legrand, et de l'autre côté des scènes tournées durant les derniers mois de sa vie, alors qu'il participe à différents événements, des projections, des concerts, et qu'il compose ses dernières musiques de films. Même si on le savait déjà un peu, on en a déjà parlé dans Elsa Jazz, le film permet de se rendre compte de l'amplitude de la carrière de Michel Legrand. Il a collaboré avec des grands noms du jazz, avec des grands cinéastes comme Jacques Demy évidemment, avec de grands chanteurs, de grandes chanteuses comme Barbra Streisand, comme Claude Nougaro. Il a même écrit un générique de dessin animé, il a travaillé à Hollywood comme à Paris, comme ailleurs. C'est vraiment assez stupéfiant finalement sa carrière. Il y a plusieurs moments assez marquants dans le film, comme le début où on le voit être grognon, voire totalement imbitable en répétition, parce qu'il engueule les gens, enfin... Du coup, ça a désamorcé le truc, parce qu'au début, j'avais peur que ça soit trop hagiographique, mais quand tu vois ce genre de truc, ça apporte un peu de nuance sur... Il a quand même l'air d'avoir un sacré caractère de cochon, hein, ce Michel Legrand. Il y a aussi un magnifique moment d'improvisation au piano lors d'un concert, plutôt vers la fin de sa vie, qui est très beau. Ou encore la fin, où on le voit lors de son tout dernier concert, le 1er décembre 2018. Il est mort fin janvier 2019. On le voit fatigué, mais galvanisé par l'ambiance, par la musique. À la toute fin du dernier morceau, il jette sa baguette de chef d'orchestre par terre. Le geste est hyper beau, c'est déchirant, parce qu'on sait que c'est la dernière fois qu'il se présente en public. Enfin, voilà, il y a des moments vraiment très beaux. Donc bref, un film à voir si le parcours de Michel Legrand vous intéresse, et de manière générale, si vous vous intéressez au cinéma, à la musique de film, etc., c'est pas mal. On aimerait en avoir un peu plus parfois, notamment, ça va très vite sur la collaboration avec Barbra Streisand et sur Yentl, comme on adore. Voilà, j'aurais aimé en voir plus, mais le film est déjà assez long, fait presque 2 heures, et il y a beaucoup de choses à présenter, donc ça vaut vraiment le coup d'être vu. Je vous fais un rapide point improbable sur Karaoké, une comédie française qui est sortie le 20 mars, que j'ai vue dans l'avion en octobre, qui n'est pas vraiment une comédie musicale, mais quand même un film avec de la musique qui reprend un certain nombre des clichés de la comédie musicale, donc il me semblait intéressant d'en dire 2 mots. C'est un film réalisé par Stéphane Benlassen avec Michel Larocque et Claudia Tagbo. Oui, alors moi c'est un film que j'avais repéré, où je m'étais dit tiens, j'irai peut-être le voir, parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est des thématiques autour de la musique qui m'attirent toujours, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir. En tout cas, le pitch, c'est que Bénédicte, une célèbre chanteuse d'opéra, voit sa carrière anéantie suite à ce que Fanny qualifie d'erreur de jugement. On n'en dit pas plus, vous découvrirez en voyant le film. Et donc Fatou, une femme de ménage, va la convaincre de participer à un concours de karaoké en espérant que leurs talents combinés mèneront au succès. Alors j'avoue que je m'attendais au pire des clichés racistes, ne serait-ce que pour l'emploi de Claudia Tagbo en femme de ménage noire sympathique et qui enseigne à la bourgeoise Michel Larocque le vrai sens de la vie. Mais finalement, bon bah oui, hein, soyons clairs qu'il y a totalement de ça. Mais ça reste malgré tout regardable à partir du moment où on se dit que les 2 actrices sont dans leur emploi habituel. Michel Larocque en bourgeois de guindé, Claudia Tagbo en bout en train qui en fait 10 fois trop. On est en plein dans le film de genre au sens de répétition, variation des clichés. On s'attend à voir des trucs, on les voit, bon. Et en l'occurrence, j'ai trouvé assez intéressant qu'on retrouve plein de clichés de la comédie musicale. On a notamment cette idée de l'opposition des formes artistiques, de légitimité différentes. Ici, c'est l'opéra et le karaoké. Alors, ça m'a fait doucement sourire, hein, parce que ça m'a fait penser au sociologue Bernard Lahire, qui dit justement qu'on peut aimer à la fois l'opéra et le karaoké. Bien sûr. On a aussi le personnage du, entre guillemets, méchant antagoniste soumis aux puissances de l'argent. Ici, en l'occurrence, c'est le directeur de l'opéra qui ne pense qu'à sa relation au mécène qui finance l'opéra. Et ça m'a pas mal fait penser à ce qu'on en avait dit sur Smash. On avait beaucoup abordé ces questions-là.
Et surtout, je trouve que ce film se rapproche d'une comédie musicale dans l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe à travers la musique, ici plus la musique que la danse, parce que c'est vraiment des chansons voilà, qui sont interprétées par les actrices. Et la dernière chanson qui est choisie pour exprimer à la fois la complémentarité et l'amitié des deux personnages féminins, c'est la chanson J'ai un problème, qui est chantée par Johnny Hallyday et Sylvie Vartan originellement, et donc qu'ici elle chante en duo. Et j'ai réalisé avec étonnement combien cette chanson disait un petit peu la même chose que For Good de Wicked. Voilà, donc ça a été mon illumination à ce moment-là. Ce qui me gêne le plus finalement dans ce film, c'est sans doute que Claudia Tagbo joue la personne qui ne sait pas chanter alors qu'elle a joué dans une comédie musicale, on le rappelle, on l'a vu dans Ghost à Mogador, et que c'est Michel Larocque qui lui apprend les canons de la technique légitime pour chanter, même si bien sûr finalement le personnage de Claudia Tagbo chante à sa façon dans le film. Mais bon, voilà, il y a cette question des rapports de domination symbolique qui sont évidemment un peu gênants, mais malgré tout, c'est un film qu'on peut regarder par amour des tropes du genre, je sais pas comment dire, mais voilà, le plaisir de retrouver des moments clés de films de comédie musicale. Dans le genre film sur la musique, film français sur la musique, il y a aussi En fanfare, qui a eu beaucoup de succès ces dernières semaines, mais que je n'ai pas pu voir malheureusement. C'est un film où, si je comprends bien, on a également une opposition et ou un rapprochement entre une forme légitime, entre guillemets, de musique, la musique classique, et une forme populaire, la fanfare. C'est vrai que cette thématique des oppositions de classe, mais aussi des oppositions géographiques entre Paris et la province, est typique du cinéma populaire français. On voit énormément ça. Mais Fanny, c'est toi qui vas mieux nous parler de En fanfare. Oui, j'ai rattrapé début janvier ce film d'Emmanuel Courcol qui était sorti le 27 novembre 2024 et qui raconte l'histoire de Thibaut Desormeaux, incarné par Benjamin Laverne, un chef d'orchestre de renommée mondiale qui apprend qu'il est gravement malade et doit bénéficier d'une greffe de moelle osseuse. Des tests ADN lui révèlent qu'il a été adopté et qu'il a un frère biologique qui répond au nom de Jimmy, incarné par Pierre Lotin. Jimmy a également été adopté, il vit dans le nord de la France, et donc Thibaut va à la rencontre de Jimmy, puisqu'il est sa meilleure chance d'obtenir une greffe, et découvre que Jimmy fréquente l'harmonie municipale de sa petite commune où il joue du trombone. La greffe n'est évidemment qu'un point de départ, puisque c'est surtout la rencontre entre ces deux frères que tout oppose, que va nous raconter le film. Alors, ça aurait pu être un énième film sur l'opposition des classes sociales à but comique, en mode la vie est un long fleuve tranquille, mais je trouve que c'est finalement autre chose qui se dégage ici. Je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai adoré, voire j'ai un peu été bouleversée par ce film. Je suis pas la seule, parce que c'est un film qui a, comme tu l'as dit, rencontré un très très fort succès. Et pour preuve, j'ai rigolé plusieurs fois de bon cœur et j'ai aussi pleuré. Et ça n'arrive jamais au cinéma, je suis une pierre. Oh là là, il faut que je le rattrape. Les acteurs et les actrices aussi sont très très bien, parce que c'est un film qui est, et on l'excusera pour cela, centré sur une histoire entre deux hommes. Mais il y a aussi un personnage féminin incarné par Sarah Succo qui est très bien ici. Le scénario et les dialogues sont également très justes et je trouve rare d'avoir pas grand chose à redire niveau scénario. Même si parfois il y a des mini-trucs qui m'ont étonné parce que je trouvais qu'il y avait certains points qui restaient un peu flous, mais c'est pas du tout problématique. Je trouve que le premier élément intelligent de ce film, c'est que on n'est finalement pas tellement sur l'opposition des registres, c'est-à-dire forme savante versus forme populaire. Parce que même si la fanfare joue du Aznavour et du Sardou, elle joue aussi de la musique classique. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un truc autour du fait que la fanfare joue une pièce que Thibaut avait dirigée il y a peu de temps dans un orchestre philharmonique. Et surtout, on nous montre d'emblée, et ça je trouvais que c'est vraiment rare, que les prolos, entre guillemets, sont aussi des musiciens et qui à ce titre ont une compétence, un savoir, une expertise. Parce que eux aussi, ils vont maîtriser totalement les codes, les clés, si on peut dire, du solfège. Et ils sont pas simplement animés par le bon sens populaire ou l'amour de la musique et du rythme. Non, ils savent lire la musique, ils savent évidemment manier leur instrument. Et cette compétence, elle est particulièrement mise à l'honneur en la personne de Jimmy, qui a l'oreille absolue, qui a une super culture musicale, il y a toute une collection de vinyles qui étonne Thibaut, et qui en fait est un des premiers trucs qui va faire que Thibaut réalise qu'il avait peut-être pas forcément bien cerné d'emblée son frère nouvellement découvert. On joue aussi constamment sur les codes du film Feel Good,
ce que le film n'est finalement pas, hein, malheureusement, si je puis dire. Et là encore, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur cette question de répétition, de variation du cinéma de genre. En fait, on a de cesse de nous emmener sur des fausses pistes. Il y a plusieurs grands moments salvateurs qui auraient pu exister. À un moment, voilà, il va y avoir cette idée que Thibault pourrait diriger justement l'orchestre. Plus tard, l'espoir que l'orchestre gagne un concours. Ensuite, il y a encore un truc, il y a un projet de concert dans une usine. On entrevoit très facilement, en fait, les grands moments spectaculaires de rassemblement qu'auraient pu être ces occasions qui, spoil, ne viennent pas. Mais vraiment, à chaque fois, moi, j'étais en mode, ouais, ok, c'est sur cette piste-là qu'on nous emmène. Ok, on y va. Mais j'étais super engagée. Et là, on a l'impression qu'on s'amuse à déjouer tous les clichés pour à chaque fois nous emmener ailleurs. Et j'ai rarement vu ça dans un film. Alors c'est aussi peut-être parce que je connais bien aussi ces films, tu vois, qu'on en a vu pas mal. Donc je m'attends à chaque fois à un nouveau truc et à chaque fois j'ai été désarçonnée. Et ce thème de la fracture entre classes sociales est très forte dans le cinéma français, en effet. Et je trouvais ici qu'on avait cette espèce d'idéal de réconciliation par la musique qui transcende tout. C'est peut-être un peu niais, mais on se l'autorise finalement compte tenu du contexte tragique du film, là encore, j'espère sans spoiler. Et surtout, j'ai l'impression que c'est ce dont on a besoin, un besoin vital à ce moment-là, et je suis pas loin de penser aussi peut-être qu'on en a un besoin aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais je sais pas, c'est aussi ce que j'ai un peu ressenti en voyant le film, et c'est aussi peut-être malgré tout pourquoi ce film a un si grand succès. Et je le dis carrément, ça m'a carrément fait réfléchir à ce pourquoi on va au cinéma. Et ouais, carrément. Notamment cette idée de faire l'expérience par procuration d'émotions un peu plus grandes, en quelque sorte plus grandes que nous, tout en restant à l'abri, hein, parce que là il y a aussi ce côté drame de la vie, enfin je sais pas, on reste à l'abri dans la fiction, mais on a expériencé des sentiments absolument incroyables et variés pendant plus d'1h30, donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, allez le voir si vous en avez l'occasion. Et j'ai une critique absurde à 2 moments du film. J'ai trouvé qu'on avait des figurants trop visibles. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait des personnes qui se faisaient beaucoup trop remarquer en arrière-plan. Voilà. Malgré ce défaut majeur. Fanny vous conseille quand même d'aller voir ce film que que je rattraperai évidemment un jour parce que ça a l'air très chouette. Juste pour terminer, souvent on parle de biopics qu'on a vus. Mais cette année, on a eu un peu la flemme. Enfin, il y avait le biopic cette année de Bob Marley, de Amy Winehouse et de Charles Aznavour. On n'en a vu aucun. On peut rien vous en dire. Et voilà. Voilà, c'est vrai que les années précédentes, j'étais allée voir Whitney Houston, j'étais allée voir je sais plus quoi, mais là, je sais pas. Là, cette année, on les a pas vus, donc dites-nous si vous en avez vu quelques-uns. Là, il y a le biopic de Robbie Williams qui va sortir. Je sais pas si t'as vu, il est incarné par un personnage qui a une tête de singe. Enfin, ça a l'air trop chelou. Ok, ah non, ça m'avait échappé par contre. Ça, j'irai peut-être voir parce que ça a l'air très, très étonnant et ça a l'air pour le coup d'être vraiment comédie musicale, un peu comme Rocketman. Alors que là, les biopics dont on vous parle, c'était vraiment des films très classiques, on va dire backstage, quoi. Bref, passons à la suite et parlons des films que nous avons vus sur différentes plateformes. À commencer par Netflix avec le film d'animation Eliane et le sortilège. Donc Spellbound en anglais, un film américain, donc sorti en novembre 2024. Un film de Vicki Johnson produit par John Lasseter au sein de Skydance Animation, avec une musique, rien que ça, de Alan Menken et des chansons de Alan Menken et Glenn Slater. Alors, outre déjà ces noms de premier calibre, si je puis dire, pour la musique, on a aussi un gros cast sur les voix en VO. On a Rachel Ziegler, John Lithgow, Jennifer Lewis, Titus Burgess, Nathan Lane, Javier Bardem et Nicole Kidman. Ah ouais. Rien que ça. Et pour la VF, on peut signaler la présence de Ludmilla Dabo et Benoît Coden. Pas mal. L'histoire, c'est donc un conte qui se déroule dans un monde magique et qui suit l'histoire de la princesse Eliane qui doit briser le sort qui a transformé ses parents en monstres depuis environ 1 an. Alors, au début, elle tient cette information cachée et c'est elle qui dirige le royaume avec ses parents transformés en monstres et finalement ça se sait. Elle part dans une quête avec ses parents pour déjouer le sortilège. C'est clairement un film à destination des enfants dont les parents divorcent. Voilà, c'est la thématique de l'impact des relations entre adultes sur les enfants.
Là encore, je l'ai vu en français parce que je l'ai vu avec mon fils, donc ça vaut sans doute le coup d'être vu en VO, mais même en français, bon, même si l'intrigue, j'ai un peu décroché à certains moments, j'ai remarqué, et ce, avant même en fait de savoir de qui étaient les chansons, que les numéros étaient très efficaces, que les chansons étaient très bonnes. J'étais un peu en mode, oui, oh, c'est pas mal, mais les chansons sont vraiment bien. Et après, j'ai regardé, j'ai dit, ah oui, je comprends pourquoi les chansons sont vraiment bien. Bon, sur l'intrigue, quelques longueurs, mais malgré tout, de très beaux numéros, de très bonnes chansons. Donc, à voir si vous en avez l'occasion. Ouais, alors moi je l'ai pas vu, mais je le garde vraiment dans un coin de ma tête. C'est typiquement, peut-être que je le regarderai avec ma fille dans quelques années. Je suis intriguée par les chansons d'Alan Menken. Il est quand même fort ce mec. Hein. Mais Parce que là, voilà, ça fait quand même 30 ans qu'il est plus que ça, 40 ans qu'il est là. Et il nous sort des bangers, comme disent les jeunes, quasiment à chaque film, quoi. alors, pas vraiment un banger, mais on va en parler. Le film This Is Me Now, a Love Story, qui est sorti en février sur Amazon Prime et qu'on pourrait tout à fait qualifier de curieux objet cinématographique, comme je l'ai noté sur le fichier partagé. Oui, alors j'avais repéré ce truc, et pourtant finalement je l'ai vu que là, fin décembre, mais je l'avais repéré il y a un an. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui a l'air complètement starbé. Désolée Fanny, j'ai mis des trucs, je me suis dit, mais Fanny, c'est pas la peine qu'elle le regarde, mais si, tu l'as regardé, je te félicite. Donc pardon, là on parle dans le vide, faut qu'on explique ce que c'est. C'est un projet complètement mégalo de Jennifer Lopez, donc la célèbre chanteuse et actrice. Projet qu'elle a financé avec son propre argent pour 20 millions de dollars. Apparemment, personne ne croyait dans le projet. Tu m'étonnes. Donc c'est un film qui est lié à son album du même nom, donc This Is Me Now. Et ça parle de sa vie amoureuse, et notamment de son histoire d'amour avec Ben Affleck. Manque de bol, ils ont divorcé quelques mois après, donc tout de suite c'est un peu moins romantique. Et en gros, l'intrigue consiste en diverses sessions de Jennifer avec son psy, et un enchaînement de relations amoureuses plus ou moins foireuses. Alors, ce qu'on peut malgré tout concéder, c'est que si c'est vraiment autobiographique, je connais pas la bio de Jennifer Lopez, donc je ne peux pas juger de l'exactitude des informations. Mais on va dire que ça nécessite quand même une petite dose d'autodérision, parce que à chaque fois, elle critique ses propres choix. Par exemple, il y a ce moment où à son mariage, tous les invités disent « ça va foirer encore, ça va pas durer leur histoire ». Enfin, il y a quand même ce petit côté-là qu'on peut saluer. Et du coup, j'étais curieuse et je suis allée voir sa fiche wiki. Et effectivement, il y a une liste assez longue de différentes relations amoureuses qu'elle a eues, mais tant mieux pour elle, hein, voilà. Mais visiblement, elle a conscience qu'elle n'a pas eu que des histoires d'amour épanouissantes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'autoréflexivité qui pourrait être intéressante, mais qui finalement se mêle dans une forme de mégalomanie. Enfin, voilà, c'est pas non plus l'introspection ultra puissante. Et aussi, elle a pas vraiment de réflexivité, on va développer sur ça, sur ce qu'elle propose en termes de mise en scène, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a zéro recul. On va en discuter. Par exemple, il y a des séquences avec les signes du zodiaque qui sont personnifiés et qui discutent entre eux. Là, j'avoue que j'ai un peu du mal. L'astrologie et moi, c'est vraiment pas une grande histoire d'amour, donc j'étais un peu là... je trouvais ça cringe. Mais donc ce côté très grandiloquent, ça se manifeste dans des numéros musicaux complètement fous, dont deux qui se déroulent dans le cœur de l'héroïne. Donc le cœur de l'héroïne étant représenté comme une sorte d'usine dans une atmosphère steampunk. C'est hallucinant. J'avais pas compris au début que c'était un cœur, soyons clairs. Ah non, mais c'est pas clair du tout. Dans les numéros super barrés, on peut aussi citer le numéro Rebound, dans un espèce d'appartement tout en verre, dans une grande tour de Manhattan, où ils finissent par tout casser. Enfin, il y a tellement de trucs improbables dans ce film que... Il y a aussi un numéro hommage à Chantons sous la pluie. Jennifer Lopez danse sous la pluie dans la rue parce qu'elle est trop contente. Voilà, c'est vraiment un hommage très très premier degré, j'ai trouvé. Mais malgré tout, en comparaison avec les autres, il est presque pas si désagréable celui-là. Je me suis aussi demandé s'il y avait pas une légère référence à Busby Berkeley dans le numéro Broken Like Me, le numéro du gymnase qu'elle fait pendant sa thérapie de groupe, parce qu'à un moment donné, on a vite fait des plans zénithaux. Voilà, on peut peut-être voir ici quelques références. De manière générale, ce qui m'a aussi beaucoup perturbée, c'est que tous ces numéros complètement en foufou, ils sortent vraiment de nulle part, hein. On n'a aucun effet d'intégration du numéro à la diégèse. Sans doute que c'est aussi lié au style de musique, en fait, qui est ici proposé. Oui, globalement, les numéros ressemblent finalement à des clips, hein. Que ce soit dans le style de réalisation et de montage, avec ce côté très découpé qui caractérise le clip,
ou aussi dans le mixage de la musique, hein, parce qu'elle elle est pas du tout intégrée en fait au son du quotidien. Ce qui est quand même une recherche qu'on fait quand on réalise une comédie musicale, où on essaie de faire en sorte qu'il y ait une transition facile, même en termes de mixage sonore, entre les moments joués et les moments chantés. Là, vraiment, il y a une coupure assez radicale entre les deux, et on a des clips qui entrecoupent une narration, on va dire ça comme ça. Le réalisateur Dave Meyers a principalement d'ailleurs fait des clips et des pubs, et je trouve que ça se sent quand même dans la réalisation de ce film. C'est kitsch au possible, c'est d'une laideur assez totale. Il y a quelque chose de presque fascinant dans cette femme totalement obsédée par elle-même, par sa vision, par sa vie, et qui du coup se paye un film pour qu'on puisse profiter tous ensemble de sa psychothérapie personnelle. Je trouve ça incroyable. Ah là là, les riches, qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre? Je voulais signaler qu'à un moment, elle regarde un film qui est le drame romantique de 1873, The Way We 1900. Were, avec Barbra Streisand et Robert Redford. Et apparemment, c'est un film qui est très cher à J-Lo. C'est un film qu'elle a montré à Ben Affleck au début de leur relation, un film qui était aussi le favori de sa maman. Et j'ai appris donc à l'occasion que J-Lo admirait beaucoup Barbra. Tu m'étonnes en fait, en mode de diva mégalo et contrôle fric. J'avoue, on peut voir le lien, effectivement. Je suis pas surprise. Mais les films de Barbra sont quand même un peu mieux que ça. Tout à fait. Il y a Yentl et il y a ça, tu vois. Yentl, il y a une forme de mégalomanie, mais c'est quand même excellemment bien réalisé, ce qui n'est pas le cas de This Is Me Now. On peut avoir un petit mini-débat, parce que moi j'avais écrit que c'était un bel exemple, ce film de camp involontaire. Oui, mais je me suis vraiment demandé si ça pouvait être vraiment involontaire quand c'est à ce niveau-là de camp. Enfin, j'ai pensé direct quand tu as noté camp à la séquence d'ouverture, hein, où elle est sur un cheval avec un homme, je crois. Avec Ben Affleck. Avec Ben Affleck, voilà. Et ils traversent ensemble une espèce de plage infinie au crépuscule. Enfin, ça avait tellement une vibe group hang dans Crazy Ex, ce moment-là. C'est vrai. Et puis des paysages qui semblent presque très faux. Enfin, c'est hyper étrange. Ce genre d'image d'une kitscherie absolue, d'une campitude absolue, me semble difficilement involontaire, mais je sais pas. Moi, j'avoue, je l'ai interprété comme involontaire. J'ai interprété comme elle se rend pas compte que c'est ridicule. Mais peut-être qu'elle a plus de recul que ce que je dis et que je la sous-estime, hein, mais... C'est un cas assez intéressant à réfléchir sur cette notion de camp volontaire ou involontaire. Vous nous direz ce que vous en pensez, mais vous n'êtes pas obligés de vous infliger ce truc. Mais, heureusement, ça ne dure qu'une heure. C'est pas non plus un film fleuve interminable, donc si ça vous amuse d'essayer de nous donner votre avis, vous pouvez regarder ça sur Prime Video. Ensuite, je voulais parler de Sneakerella, que j'ai vu sur Disney+, à la suite d'un malentendu avec Anna. Parce qu'en fait, il s'agit d'un film qui est sorti en mai 2022. Mais voilà, comme je l'ai vu cette année, j'ai choisi d'en parler malgré tout. C'est un film réalisé par Elizabeth Allen Rosenbaum, qui est en fait un remake de Cendrillon actualisé, puisque ça se passe aujourd'hui à New York, que on est dans une gender switch, puisque Cendrillon est un garçon, et qu'on est aussi dans l'univers de la basket. Eh oui. Mais je sais que ce pitch est improbable et je pensais clairement le regarder, je cite, pour la science, mais c'est une étonnante bonne surprise. En fait, c'est quand même un film qui a remporté 4 Children's and Family Emmy Awards, dont notamment celui de la Outstanding Fiction Special et le Outstanding Music Direction and Composition. Donc bon, voilà, ça a quand même eu son petit succès, ses petites récompenses. Et c'est plutôt un très bon moment que j'ai passé. Les personnages sont tous très attachants, les transpositions vraiment d'un univers à l'autre, enfin là les actualisations de Cendrillon sont bien trouvées, notamment le personnage des deux méchants stepbrothers qui sont des espèces de gens foutres, chacun dans leur style, un intello et un sportif grosso modo, mais qui sont tous hyper méchants, hyper profiteurs et mettent la misère à notre protagoniste principal. Ils ont une chanson qui est super bien, qui est super drôle, une mise en scène, c'est assez bien trouvé. On a globalement de très chouettes numéros musicaux, certains qui rendent même un petit peu hommage au Hollywood classique, hein, comme la rencontre entre les deux protagonistes, enfin la retrouvaille plutôt des deux protagonistes lors d'un gala de présentation d'une nouvelle basket. Enfin, l'univers de la basket est assez mystérieux pour moi, mais
Mais voilà. Mais grosso modo, on a un jeune qui est fasciné par les baskets, qui en dessine en fait. Et la princesse, c'est la fille du mania de la basket, un ancien sportif devenu star des sneakers. Donc voilà, c'est leur rencontre évidemment entre le fin fond du Queens, de Astoria. J'ai bien aimé parce que c'est un quartier où j'ai brièvement vécu à New York, donc j'ai bien aimé que Astoria soit représenté. Le Queens et d'autre part, voilà, c'est Manhattan et les ultra riches. Donc voilà, la rencontre de deux univers avec pas mal de trucs qui m'ont aussi fait penser à In the Heights. Parce que t'as tout un moment où il lui fait visiter son quartier, qui peut faire penser évidemment au numéro titre. Sur le propos, pas trop sur la mise en scène, mais on a vraiment un petit peu cette atmosphère aussi très communautaire du quartier d'Astoria. On a aussi plusieurs séquences où il imagine des nouvelles baskets qui m'ont fait penser aux séquences où Vanessa imaginait des vêtements, là, celle qui veut devenir styliste dans In the Heights. Enfin, bref, je vais pas épiloguer puisque c'est pas au programme de l'année, mais vraiment, si vous avez l'occasion, pour moi, ça a été une excellente surprise, ce type de programme, qui reste un programme très adolescent. Je rappelle qu'on est dans un podcast où on aime totalement High School Musical et ce genre de choses, donc c'est aussi cette vibe-là. Mais c'est tout à fait regardable, peut-être en contradiction avec ce que pourrait laisser penser le titre, Sneakerella. J'avoue que ça laisse... Ils ont pas traduit Basketella en... Non, je suis un peu déçue. Basket-Lion, pour faire Cendrillon. Ah oui, Basket-Lion, ouais, c'est vrai. Et c'est marrant cette histoire de l'univers de la mode, là. C'était aussi dans le Cendrillon, tu sais, de 2021, là, dont on avait parlé, qui était pas terrible d'ailleurs, mais elle créait aussi, alors pour le coup pas des baskets, mais des habits, donc je sais pas pourquoi il y a une vibe comme ça pour les personnages de Cendrillon. Ouais, donc c'est vrai que ça partait totalement d'un malentendu parce que j'avais écrit dans notre document commun où on met tous les trucs en gros de l'année qu'il va falloir qu'on évoque. J'avais mis film Disney+, rap sur les baskets, point d'interrogation. Heureusement que t'as aimé parce que vraiment désolé, je sais plus d'où je sortais cette info. Mais c'est rap ou pas particulièrement? C'est un peu hip-hop? Oui. Bon bah ça devait être ça, mais je sais pas pourquoi Oui, non, mais je pense que c'était ça, oui. Donc bref, en plus finalement je l'ai même pas regardé moi, donc c'est vraiment... Bon, heureusement que t'as aimé. Passons maintenant, ça va être un point rapide parce qu'il n'y a pas eu de grandes séries cette année en comédie musicale, mais terminons sur les séries. Et la première série dont on va parler, c'est la série Has Been Hotel, une série d'animation que l'un de nos chers auditeurs nous vend depuis 1 an. Donc on l'a finalement regardée, elle est présente sur Prime Video depuis janvier 2024, on ne l'a regardée qu'en décembre, mais on l'a vue, enfin en tout cas on l'a un peu vue, on va y revenir. C'est une série qui a été créée par Viviane Medrano, Vivzi Pop sur les internets, puisqu'il s'agit d'une créatrice web. Et un pilote de la série avait été publié en octobre 2019 sur YouTube et il avait rencontré un énorme succès, ce qui avait permis de mettre la série en développement. Alors le cast de cette série sur Prime contient un nombre même impressionnant de talents de Broadway. On peut citer Erika Henningsen, qui est notamment connue pour être dans le cast original de Mean Girls, c'est elle qui joue le rôle principal. On a Kimiko Glenn, qui était dans le casting original de Waitress. On a Alex Brightman, connu pour School of Rock ou Beetlejuice. Et dans des plus petits rôles, on a Jessica Vosk, qui est une des interprètes assez connues de Elphaba, qui l'a joué en 2018-2019. On a Daphne Rubin Vega, de Rent, de In the Heights. On a Jeremy Jordan, Christian Bale, on a Darren Criss, on a Patina Miller, James Monroe Iglehart. Tout ça, c'est des stars de Broadway, c'est très impressionnant. Également, dans un des rôles principaux, celui de la petite amie de l'héroïne, on a Stéphanie Béatrice, donc on a adoré dans le rôle de Rosa dans Brooklyn Nine-Nine, et qu'on a ensuite vu dans In the Heights, et qui fait bien sûr le rôle principal dans Encanto. Donc elle a ce côté très blasé, c'est un rôle qui lui va très bien. Et donc vraiment super agréable d'écouter, ne serait-ce que d'écouter la série pour reconnaître soudain une voix familière. Mais oui, ça m'a fait totalement ça sur Christian Bale. J'étais en train de regarder un peu distraitement la série. Et là, ce perso apparaît, je me suis dit, oh wait, est-ce que c'est lui? Et oui, ouais, c'est lui. Ouais, carrément. On signalera aussi que du côté de la VF, on a également des voix familières. On a Anaïs Delva, on a Fanny Deleg, mais j'avoue que j'ai pas testé la VF. Non plus. Alors, je vous fais le pitch. En raison de la surpopulation, les enfers subissent une purge annuelle où des anges dirigés par Adam descendent du paradis pour exterminer les pécheurs. La série suit Charlie, la princesse des enfers, qui est révoltée par cette situation et qui entreprend d'ouvrir un hôtel, appelé le Has Been Hotel, destiné à permettre à des âmes damnées de trouver la rédemption et d'être acceptées au paradis. Mais ça ne se passe pas si facilement. Alors, vous l'avez peut-être senti, c'est un peu tordu comme pitch, et j'avoue, j'ai globalement eu un peu de mal à tout comprendre des enjeux.
de en fait tout ce qu'on appelle le world building, c'est-à-dire la manière dont on nous explique le monde étrange dans lequel se déroule l'histoire, m'a pas paru très clair. Ça va super vite, tout est sur un rythme effréné, ça m'a un petit peu perdu. Alors c'est peut-être la fatigue de fin d'année qui s'est fait sentir, mais j'ai eu du mal à suivre. Un peu pareil de mon côté, j'ai eu beaucoup de mal à suivre ce qui se passait. Je sais pas si c'est l'animation, l'enchaînement des événements, le débit des personnages, parce que tout le monde parle très vite, ou peut-être tout à la fois. Mais j'ai été assez vite complètement larguée et du coup, j'ai décroché. Pourtant, il y a quelque chose d'assez cool dans le concept. On est sur ce qu'on pourrait appeler une comédie de travail, donc qui est un classique, par exemple, de la sitcom états-unienne, où on voit les patrons et les employés d'une petite entreprise qui essaient de se maintenir à flot. Mais cette comédie de travail serait transportée dans un univers, un endroit très particulier, puisqu'il s'agit des enfers, donc avec une dimension pas vraiment religieuse, mais en tout cas fantastique, qui avait pas mal de potentiel. Oui, l'univers a vraiment beaucoup de potentiel. Bon, personnellement, j'aime pas trop l'ambiance horrifique à la base. J'ai pas trouvé les dessins très beaux. J'ai l'impression que ça correspond à un certain style d'animation que j'aime pas beaucoup. Voilà, que je trouve qu'il fait un peu cheap, mais c'est mon côté vieux jeu. Désolé. La musique, en revanche, est chouette, avec des chansons, évidemment, souvent en forme de pastiche. On va avoir la I Want Song de l'héroïne ingénue, la chanson du méchant ambitieux, etc. Et je trouve qu'il y a un mélange de second degré, donc dans ce côté pastiche-parodie, et aussi quand même de sincérité, qui fonctionne bien. Et finalement, dans chaque épisode, j'étais presque à attendre les numéros musicaux sans m'intéresser à l'histoire, donc... Oui, je suis d'accord que les chansons sont vraiment le point fort de la série. J'ai été surprise même d'autant les apprécier. Là encore, j'ai envisagé de les réécouter, alors que c'est quelque chose que je fais pas du tout. Mais ça n'a pas suffi pour faire en sorte que j'ai envie de regarder la suite. Ouais, globalement, à mon grand regret, j'ai pas accroché, pour les raisons qu'on a données plus haut, mais aussi comme toi, je crois, à l'animation qui me fait un peu mal aux yeux. Donc j'ai abandonné au bout de 3 épisodes. J'ai quand même regardé le pilote sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer quand même dans Has-Been Hotel, je vous conseille de regarder le pilote sur YouTube d'abord, parce qu'il introduit plein de choses qui sont présentées un peu trop rapidement au début de l'épisode 1, entre guillemets, de la série sur Prime. Oui, moi pareil, j'ai décroché au bout de 3 épisodes seulement, mais j'avais même pas vu le pilote, donc peut-être que j'ai encore plus décroché parce que j'avais même pas les éléments de présentation. Ça me donne envie peut-être malgré tout de re-regarder le pilote pour voir si ça m'explicite des trucs qui viennent par la suite, mais bon, voilà. Donc vous l'aurez compris, on a malheureusement pas trop accroché à cette série qu'on était pourtant tout à fait prête à aimer. Ben oui. Oui, moi aussi j'ai regardé le pilote après le reste, donc Ok. peut-être qu'en fait il faudrait regarder dans l'autre sens pour que ça soit plus clair. Mais ça c'est dommage, parce que la série devrait se tenir par elle-même. Enfin bref. Désolé Cyril, désolé. Merci du conseil quand même, parce que c'était chouette, intéressant, et qu'on était content de retrouver les voix de Broadway, etc. Mais voilà, on n'a pas été entièrement convaincus. Mais vous pouvez nous donner votre avis, évidemment, dans les commentaires, comme d'habitude. Et enfin, dernière petite chose que là aussi tu as regardé parce que je l'ai noté alors que moi j'avais pas regardé. J'avais noté le documentaire Choir sur Disney+. Je m'étais noté que c'était peut-être intéressant à regarder. De quoi il s'agit? Alors j'ai regardé juste le premier épisode. Je suis bonne élève, mais jusqu'à un certain point. Dans ce documentaire, on suit le Detroit Youth Choir, donc une chorale à Détroit, donc et surtout une chorale implantée dans un quartier populaire de Détroit, et une chorale qui a apparemment fait sensation à America's Got Talent en 2019, et donc c'est à la suite de leur performance sur America's Got Talent que le documentaire s'est progressivement mis en production, et l'idée là c'est un peu de les suivre au moment crucial où ils doivent rebondir après cette grande victoire, voilà, qui a mis un peu la chorale sur le devant de la scène, comment renouveler les membres qui partent, comment aussi retrouver une autre occasion de les remettre sous les feux de la rampe. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces questions assez classiques qui sont abordées dans ce documentaire, tout en insistant continuellement sur le rôle que joue cette chorale auprès de ces jeunes issus de quartiers populaires. Ça m'a pas mal fait penser, dans un tout autre registre et dans un tout autre univers, au documentaire qui, je crois, s'appelait On Point, Ouais. qu'on avait vu à l'époque sur Disney+, il y a quelque temps, qui suivait en fait des jeunes qui s'engageaient à l'école du ballet de New York. J'ai l'impression que le programme est d'ailleurs plus disponible sur Disney+, en tout cas en France, parce que j'ai voulu vérifier, et j'ai l'impression qu'il y est plus. Et moi, voilà, j'aime bien ce genre de série documentaire, donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez plaisant, mais j'ai pas eu le temps de tout regarder. Et bien sur ce, nous allons terminer ce deuxième épisode de notre bilan annuel. Eh oui. Voilà, ça nous ferait super plaisir si vous nous envoyiez vos différentes réactions à nos avis sur les films, les séries qu'on a vus en 2024.
Avant de conclure, un petit rappel, notre All That Jazz Cinema Club, le 1er de 2025, aura lieu le 16 février 2025 au cinéma L'Archipel à Paris et il sera l'occasion de voir Le Magicien d'Oz de Victor Fleming de 1939. Donc rendez-vous à L'Archipel à 17h le 16 février. Eh bien, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit de toujours plus vous abonner à nos différentes plateformes. Alors bon, il faudra quand même qu'on ait assez rapidement, je pense, cette discussion sur la question des plateformes. Quelles plateformes sont encore vivables dans les mois, années à venir. Mais pour l'instant, on garde quand même le compte Instagram. Hein. Oui. Et pour l'instant, continuez quand même à vous abonner et à abonner toute votre famille, en fait. Qu'est-ce qui est plus beau que de se réunir en famille pour écouter un podcast ensemble, hein. C'est ce genre de moment de solidarité dont on a besoin aujourd'hui. En plus, je peux me permettre, on a des épisodes pour tous les âges, finalement. Tout à fait. Si votre arrière-grand-mère peut écouter Showboat, par exemple. Qu'elle a vu à sa création. Votre petit cousin peut écouter notre épisode sur Trevor. Voilà, très très bien dit. Toutes les cibles sont représentées dans All That Jazz. Bon bref, abonnez-vous, donnez-nous des likes, on en a besoin d'amour et de votre soutien sur les réseaux. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Au revoir.